Que feriez-vous si vous découvriez que votre propre fils, celui que vous avez porté dans votre ventre pendant 9 mois et élevé avec tout l'amour du monde, a transformé votre chambre en dressing pour sa femme, sans même vous consulter? Je m'appelle Claire Roussel, j'ai 65 ans et pendant des décennies, ma maison à Lyon a été mon refuge, mon paradis personnel. Chaque recoin de cet endroit garde les souvenirs de toute une vie, particulièrement ma chambre. C'est là que j'ai bercé mon fils Nicolas durant les froides nuits d'hiver, c'est là que j'ai pleuré la mort de mon mari Henri il y a 5 ans, et c'est là que j'ai conservé tout ce que je valorise le plus dans cette vie. La maison de la rue Mercière, au cœur historique de Lyon, a été achetée avec l'argent de l'héritage de mes parents ajouté aux économies qu'Henri et moi avions accumulées pendant des années de dur labeur. Henri était professeur d'histoire à l'université et je gérais une petite librairie dans le quartier. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement et nous avons pu offrir à Nicolas une éducation privilégiée et des opportunités que nous n'avions jamais eues nous-mêmes. C'était un jeudi matin quand tout a changé. J'étais allé rendre visite à ma sœur Élise à Marseille pendant une semaine. Elle avait subi une petite intervention chirurgicale au genou et avait besoin de compagnie. Je n'ai pas hésité une seconde à quitter ma maison, après tout, Nicolas s'était proposé de s'occuper de tout pendant mon absence. Maman, ne t'inquiète de rien. Je passerai ici tous les jours pour arroser tes plantes et vérifier que tout est en ordre. Tu mérites ce repos, dit-il, avec ce sourire qui m'a toujours fait fondre, le même sourire qu'il avait enfant quand il voulait une part supplémentaire de tarte tatin. Je lui ai fait confiance, comme je l'ai toujours fait. Comment ne pas faire confiance à mon fils unique? Celui pour qui j'ai enduré 36 heures de travail, celui que j'ai placé au-dessus de tout et de tous pendant des années? Celui pour qui Henri et moi avons renoncé à des voyages, à des restaurants coûteux et à de petits luxes pour qu'il puisse avoir le meilleur? La semaine avec Élise a été réconfortante. Nous avons passé des heures à parler de notre enfance, de nos parents, d'Henri. Elle était la seule personne avec qui je pouvais vraiment parler de la douleur de l'absence de mon mari. Nicolas évitait le sujet, comme si parler de la mort de son père pouvait d'une certaine manière le contaminer avec la même tragédie. À mon retour, j'ai remarqué la voiture de Nicolas et Camille, sa femme depuis seulement 3 ans, garée dans l'entrée. J'ai trouvé cela étrange, car je ne m'attendais pas à les trouver là. Camille n'a jamais été du genre à me rendre visite. J'ai toujours eu l'impression qu'elle me considérait comme trop démodée, une relique d'une autre époque qui n'avait besoin que d'une tolérance polie. Je suis entré par la porte d'entrée en utilisant ma clé et j'ai remarqué quelques changements subtils dans le salon. Un vase avait été déplacé, il y avait des fleurs fraîches sur la table basse, mais rien qui m'inquiète. Au début, j'ai pensé que c'était une gentillesse de mon fils, un geste attentionné pour accueillir sa mère après une semaine d'absence. Nicolas? Camille? Je suis rentré. Ai-je appelé, tout en montant les escaliers avec ma petite valise, sentant le grincement familier de la 5e marche que nous n'avions jamais réparée. C'est alors que j'ai entendu des rires provenant de ma chambre. Des rires intimes, complices. J'ai ouvert la porte sans frapper après tout, c'était ma chambre, et mon cœur s'est arrêté. Tout simplement arrêté. Ma chambre, mon sanctuaire, avait été complètement transformé. Mes rideaux en dentelle qu'Henri m'avait offerts pour notre 20e anniversaire de mariage avaient disparu. À la place de mon ancien lit en chêne, héritage de ma grand-mère Mathilde, il y avait des étagères et encore des étagères remplies de chaussures, de sacs et de vêtements que je ne porterais jamais, qui semblaient tout droit sortis des pages de Vogue. Mon papier peint fleuri, soigneusement choisi lorsque nous avions rénové la maison il y a 20 ans, avait été remplacé par un ton de gris moderniste qui semblait aspirer toute la vie et la chaleur de la pièce. Le petit hôtel où je gardais la photo d'Henri et une bougie que j'allumais tous les soirs n'était nulle part. Le fauteuil où je m'asseyais pour lire, avec la lampe qui donnait cette lumière jaunâtre parfaite pour mes yeux fatigués, avait également disparu. C'était comme si chaque trace de mon existence, chaque vestige de mon goût, de mes préférences, de ma vie avait été effacée. Nicolas et Camille étaient là, admirant leur travail, quand ils m'ont vu figé à la porte. L'expression d'horreur sur mon visage devait être évidente, car le sourire de Nicolas s'est instantanément fané. « Maman !»
Quelle surprise! S'est-il exclamé, avec un sourire qui a rapidement disparu en voyant mon expression. Je pensais que tu ne rentrerais que demain. Qu'avez-vous fait de ma chambre? Ai-je réussi à balbutier, sentant mes jambes faiblir et un étrange bourdonnement dans mes oreilles. Camille, dans ses talons hauts et sa robe impeccable, s'est approchée avec ce sourire condescendant qui m'a toujours dérangé, le genre de sourire qu'on adresse à un enfant ou à quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe autour de lui. Claire, ma chère, nous t'avons fait une surprise, dit-elle, comme si elle me présentait un cadeau merveilleux. Nous avons transformé cette chambre démodée en un dressing moderne. Maintenant, chaque fois que nous viendrons te rendre visite, j'aurai un endroit pour ranger mes affaires. N'est-ce pas merveilleux? Merveilleux? C'était comme si quelqu'un m'avait giflé puis m'avait demandé si j'avais aimé. J'ai regardé mon fils, espérant ou plutôt, suppliant silencieusement qu'il réalise l'absurdité de la situation, qu'il voie la douleur dans mes yeux. Mon fils a posé son bras autour de la taille de Camille, visiblement fier, comme s'il avait accompli une sorte de grand exploit. Maman, tu t'es toujours plainte que cette chambre était trop grande pour une seule personne. Et comme Camille et moi pensons venir habiter ici avec toi. Habiter ici? L'ai-je interrompu, sentant l'indignation monter en moi, remontant de mon estomac à ma gorge comme de l'acide. Nicolas, c'est ma maison. Je suis la propriétaire de cet endroit. Et vous, vous avez simplement. Mais maman, tu es seule dans cette énorme maison. A-t-il argumenté, avec ce ton qu'il utilisait enfant quand il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas avoir un autre jouet. Cela a du sens que nous venions habiter ici pour te tenir compagnie. Et pourquoi as-tu besoin d'une si grande chambre? La chambre d'amis est parfaitement adaptée pour toi. C'est à ce moment que j'ai réalisé, mon fils ne me voyait plus comme la propriétaire de la maison. Pour lui, je n'étais qu'une vieille femme solitaire occupant trop d'espace, un obstacle à ses plans avec sa nouvelle épouse. J'étais devenue invisible dans ma propre vie, une figure périphérique qui pouvait être déplacée d'une pièce à l'autre comme un vieux meuble que personne n'a le courage de jeter, mais que personne ne veut non plus exposer dans le salon. Et où sont mes affaires? Ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid, essayant de ne pas m'effondrer sur place. Où sont mes photos, mes souvenirs, mes livres? Nicolas a distraitement pointé vers quelques cartons empilés dans le couloir, comme s'il s'agissait de simples objets sans importance. Nous avons tout rangé là-bas. Tu peux être tranquille, nous n'avons rien jeté. Nous avons juste réorganisé. Réorganisé. Comme si ma vie, mes souvenirs, pouvaient simplement être réorganisés sans conséquence, sans douleur. Je me suis dirigée vers les cartons d'une main tremblante, sentant un froid étrange parcourir ma colonne vertébrale. J'ai ouvert le premier et j'y ai trouvé mes cadres photos cassés, les photos froissées, y compris celle de ma lune de miel avec Henri à Venise. Dans le deuxième carton, mes livres préférés étaient empilés sans aucun soin, certains avec des pages pliées. La première édition des « Misérables » qu'Henri m'avait offerte pour notre premier anniversaire de mariage avait la couverture déchirée. Et dans le troisième se trouvait l'urne contenant les cendres d'Henri, mon mari, jetées parmi de vieux chaussettes et des foulards, comme s'il s'agissait d'un simple bibelot sans importance. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, quelque chose de profond et de fondamental. Ce n'était pas seulement une chambre qu'ils avaient prise. C'était ma dignité, ma place dans le monde, mon autorité dans ma propre maison. C'était comme s'ils disaient que ma vie était déjà terminée, que je n'étais plus qu'un appendice de leur vie, un fardeau à caser dans le plus petit espace possible. Camille continuait à parler, sa voix stridente semblant maintenant venir de très loin. Claire, tu vas adorer la chambre d'amis après que nous l'aurons décorée pour toi, a-t-elle poursuivi, semblant ne pas percevoir mon désespoir, ou peut-être choisissant de l'ignorer. Je pense à des tons pastels, quelque chose de doux et tranquille. Ce sera si confortable. Parfait pour une dame de ton âge. Une dame de ton âge. Comme si mon âge me rendait moins digne de respect, moins digne de considération. Comme si vieillir signifiait renoncer à tout contrôle sur ma propre vie.
J'ai levé les yeux pour regarder mon fils. Ce garçon que j'avais autrefois bercé dans mes bras pendant des nuits de forte fièvre, pour qui j'avais préparé des milliers de repas en jonglant avec un budget serré, pour qui j'avais sacrifié tant de rêves personnels. Le garçon qui avait pleuré dans mes bras après sa première déception amoureuse, qui était venu en courant me montrer sa lettre d'acceptation à l'université, qui avait dansé avec moi à son mariage en jurant que rien ne changerait entre nous. Maintenant, il était là, si distant, si méconnaissable, me regardant comme si j'étais une étrangère s'immisçant dans ses plans. J'ai serré l'urne d'Henri contre ma poitrine comme un bouclier, sentant le métal froid contre ma peau. Henri, qui disait toujours que vieillir était un privilège refusé à beaucoup. Henri, qui prévoyait que nous vieillirions ensemble dans cette maison, entourés de souvenirs et du respect de notre fils. Où était ce respect maintenant? J'ai respiré profondément, sentant un étrange calme m'envahir. Ce n'était pas le calme de l'acceptation, mais le calme qui précède une tempête, le calme de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable. Demain, ai-je dit d'une voix qui ne semblait pas être la mienne, si ferme et contrôlée, vous verrez ce dont une dame de mon âge est capable. Nicolas semblait enfin remarquer quelque chose de différent dans mon expression, car son sourire confiant a vacillé un instant. Maman, ne sois pas contrariée. Tu verras, ce sera mieux pour nous tous. Imagine, tu n'auras plus à t'inquiéter de l'entretien de la maison, des factures. Nous nous occuperons de tout pour toi. Prendre soin de moi. Comme si j'étais une enfant. Comme si je n'avais pas géré cette maison seule ces 5 dernières années depuis la mort d'Henri. Comme si je n'avais pas élevé un enfant, géré une librairie, pris soin d'un mari malade dans ces derniers mois. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement retourné et j'ai lentement marché jusqu'à la chambre d'amis, celle qui serait apparemment la mienne maintenant. J'ai fermé la porte derrière moi. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans la maison, j'ai laissé couler librement mes larmes. J'ai pleuré pour la trahison, pour le manque de respect, mais surtout pour avoir complètement échoué à enseigner à mon fils la valeur du respect. Où avais-je échoué dans son éducation? À quel moment était-il devenu cet homme insensible capable de traiter sa propre mère comme un inconvénient à gérer? Quand les larmes ont séché, il n'y avait plus de tristesse en moi. Seulement une résolution froide et calculée. S'il pensait que j'accepterais docilement d'être relégué dans un coin de ma propre maison, il se trompait lourdement. La nuit avançait tandis que j'élaborais mon plan. De l'autre côté de la porte, j'entendais les rires occasionnels de Nicolas et Camille, probablement satisfaits d'eux-mêmes, pensant qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient point. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des situations similaires à la mienne. Si vous vous sentez invisible ou non respecté par votre propre famille, restez jusqu'à la fin de cette histoire. Je vous promets que le dénouement touchera votre cœur et pourrait même vous aider à changer votre propre réalité. Ne partez pas maintenant, la partie la plus importante est encore à venir. Et après avoir tout écouté, laissez un commentaire partageant votre expérience. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. Installé dans la petite chambre d'amis, où mes affaires avaient été empilées sans le moindre soin, je n'arrivais pas à dormir. Le plafond semblait trop bas, les murs trop proches. Ou peut-être n'était-ce que le poids de la trahison qui m'étouffait. Le lit grinçait à chaque mouvement, le matelas était trop dur pour mon dos vieillissant. La chambre sentait le moisi et présentait une tache d'humidité dans le coin qu'Henri disait toujours qu'il fallait réparer. Un jour, promettait-il. Ce jour n'est jamais venu. Nicolas et Camille dormaient dans la chambre qui appartenait autrefois à mon fils, maintenant transformée en chambre du couple. La chambre dont j'avais passé des heures à décorer les murs avec des motifs de bateaux et d'étoiles quand Nicolas avait 8 ans et traversait une phase de fascination pour les pirates. Je pouvais entendre leurs voix étouffées, ponctuées occasionnellement de rire. Comment pouvaient-ils rire après ce qu'ils avaient fait? Comment pouvaient-ils dormir tranquillement pendant que j'étais là, dépouillé de mon espace, de mes souvenirs? La maison que j'avais construite avec Henri, brique par brique, économie par économie, était peu à peu envahie, et j'étais relégué dans un coin, comme un vieux meuble que personne n'a le courage de jeter, mais que personne ne veut voir non plus. J'ai essayé de fermer les yeux,
mais chaque fois que je le faisais, je voyais Henri. Je voyais son visage à l'hôpital, pâle et amaigri par la chimiothérapie, mais souriant encore pour moi. « Prends soin de notre maison, Claire », m'avait-il dit dans ces derniers jours. « Garde-la vivante, comme nous l'avons toujours fait. » Je l'avais promis. Et maintenant ? À 3 heures du matin, je me suis levée. Mes articulations me faisaient mal, je ne sais pas si c'était à cause de l'âge ou de l'angoisse qui me dévorait de l'intérieur comme un cancer. Le silence de la maison n'était rompu que par les ronflements occasionnels de Nicolas, une habitude qu'il avait depuis l'enfance. Je me suis souvenu de toutes ces nuits que j'avais passées éveillée, veillant sur son sommeil quand il était malade, quand il faisait des cauchemars, quand il était anxieux à cause d'un examen à l'école. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai observé les lumières de Lyon. C'était une nuit claire, avec la pleine lune illuminant les toits et la Saône au loin, ses eaux reflétant la lumière argentée. Cette ville a toujours été mon foyer. Chaque rue, chaque place, chaque café garde un souvenir. C'est ici que j'ai rencontré Henri quand nous n'avions que 18 ans, lors d'une manifestation étudiante. Il discourait sur la liberté et la justice, et je suis tombée amoureuse de sa passion avant même de tomber amoureuse de l'homme. C'est ici que nous avons élevé Nicolas, avec des difficultés, certes, mais avec tant d'amour. Et maintenant, je me sentais étrangère dans ma propre maison. J'ai ouvert la petite commode où ils avaient jeté mes bijoux et j'ai trouvé la boîte en bois sculptée qu'Henri m'avait offerte lors de notre dernier anniversaire ensemble. Pour garder tes trésors, avait-il dit, sachant déjà qu'il ne serait plus avec moi pour longtemps. À l'intérieur, outre quelques boucles d'oreilles et colliers, se trouvait la clé du coffre que nous maintenions à la banque. Un coffre dont Nicolas ignorait l'existence. C'est alors que j'ai pris ma décision. En faisant attention de ne pas faire de bruit, j'ai commencé à trier ce qui comptait vraiment, les photographies qui racontaient l'histoire de notre famille, depuis le mariage simple en 1980 jusqu'au dernier Noël avec Henri, les lettres d'amour qu'il m'avait écrites pendant des décennies, depuis les billets d'adolescents jusqu'aux messages profonds sur l'imminence de la mort, la broche en perles qui avait appartenu à ma mère et que je ne portais que pour des occasions très spéciales. Quelques livres qui étaient de véritables trésors personnels, dont une édition rare de Proust qu'Henri avait trouvée dans une librairie d'occasion pour notre 20e anniversaire, et bien sûr, l'urne contenant les cendres de mon mari. Tout cela tenait dans une petite valise. Une vie entière réduite à quelques objets que j'avais pu sauver de l'insensibilité de mon fils et de sa femme. J'ai pris un papier et un stylo que j'ai trouvé dans le tiroir de la table de chevet et j'ai commencé à écrire. Les mots coulaient, chargés de décennies d'amour, de sacrifices, et maintenant, de déception. Ce n'était pas une lettre d'adieu ordinaire. C'était un témoignage, une leçon que mon fils devait apprendre, même si elle était douloureuse. Parfois, les leçons les plus importantes sont celles qui font le plus mal. Mon cher Nicolas, quand tu es né, je me suis promis de tout faire pour que tu ne manques jamais de rien. Et j'ai tenu cette promesse, n'est-ce pas? J'ai travaillé 2 emplois quand ton père est tombé malade, j'ai renoncé à des voyages dont je rêvais, j'ai économisé chaque centime pour ton éducation. Je ne regrette rien de tout cela. L'amour d'une mère est ainsi, inconditionnel, sacrificiel, éternel. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai échoué sur un point fondamental, je ne t'ai pas appris à respecter. Je ne t'ai pas appris que l'amour sans respect est vide, n'est que commodité. Peut-être est-ce ma faute pour avoir toujours cédé, pour avoir placé tes besoins au-dessus des miens, pour n'avoir jamais exigé la reconnaissance que je méritais. Cette maison que tu as si facilement décidé de t'approprier a été construite avec la sueur de ton père et la mienne. Chaque meuble, chaque objet, chaque recoin a une histoire que tu sembles avoir oubliée. La table du salon où tu faisais tes devoirs. La marque sur le mur de la cuisine qui montre comment tu as grandi année après année. La chambre qui est maintenant ton dressing, où ton père et moi avons passé des nuits à te consoler quand tu avais peur du noir. La chambre que toi et Camille avez transformée en dressing n'était pas seulement une pièce. C'était l'endroit où ton père a rendu son dernier souffle. C'était là que je gardais nos souvenirs les plus précieux. C'était, par-dessus tout, mon espace dans une maison qui m'appartient de droit et par mérite.
Quand une mère est ainsi irrespectée, quelque chose se brise. Quelque chose qui ne pourra peut-être jamais être réparé. La confiance, le sens de la famille, le sentiment d'appartenance, tout cela a été jeté avec mes affaires dans les cartons du couloir. J'emporte avec moi ce que tu ne reverras jamais, pas seulement des objets ou des documents, mais la confiance que j'avais en toi, la fierté que je ressentais chaque fois que je disais « mon fils ». Et j'emporte aussi autre chose, quelque chose que tu as toujours tenu pour acquis, tout comme tu tenais pour acquise ma place dans cette maison. J'espère qu'un jour tu comprendras qu'une maison n'est pas faite seulement de murs et de meubles, mais de respect, de considération et d'amour véritable. Et j'espère que tu comprendras, avant qu'il ne soit trop tard, que traiter les personnes âgées comme des objets jetables, c'est rejeter ton propre avenir, car nous tous, si nous avons de la chance, vieillirons un jour. Ta mère qui t'aimera toujours, même à distance, Claire. J'ai relu la lettre plusieurs fois, ajoutant et supprimant des mots. Je voulais qu'elle exprime exactement ce que je ressentais, pas de la colère, pas de la vengeance, mais une profonde déception mêlée à l'espoir que mon fils puisse encore apprendre, grandir, changer. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai posée sur la table de chevet. Le soleil commençait à se lever quand j'ai fini de préparer une petite valise avec l'essentiel. Quelques vêtements, mes médicaments pour l'hypertension, mes documents, un peu d'argent que je gardais caché dans un livre creux, une astuce que j'avais apprise de mon père. Je me suis regardé dans le miroir de la minuscule salle de bain attenante à la chambre d'amis, les yeux gonflés d'avoir pleuré, les cheveux gris ébouriffés, les rides plus profondes que jamais. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard. Une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, pas depuis les jours où je luttais aux côtés d'Henri pour des causes auxquelles nous croyions, pas depuis que j'avais affronté le système de santé pendant sa maladie, exigeant de meilleurs traitements, des soins plus dignes. En faisant attention de ne pas faire de bruit, j'ai descendu les escaliers. Chaque marche semblait m'éloigner davantage du passé et me rapprocher d'un avenir incertain, mais qui m'appartenait. Dans le salon, je me suis arrêté un moment pour regarder les photographies au mur. Nicolas à sa remise de diplôme, Nicolas à son mariage avec Camille, Nicolas. Ma vie entière avait tourné autour de lui. Peut-être était-il temps de redécouvrir qui j'étais au-delà d'être mère, au-delà d'être veuve. Avant de sortir, j'ai pris quelque chose que je gardais dans un tiroir du salon, le testament qu'Henri et moi avions fait il y a des années, laissant tout à notre fils unique. Un document qui, à l'époque, semblait la chose la plus naturelle au monde. Après tout, n'est-ce pas ce que font tous les parents ? Tout laisser à leurs enfants. Je l'ai mis dans mon sac avec la clé du coffre. L'air du matin était frais quand je suis sorti par la porte d'entrée, sans regarder en arrière. Un ciel rose annonçait le début d'une nouvelle journée, comme si la nature était en harmonie avec mon nouveau départ. Quelques personnes marchaient déjà dans les rues des boulangers allant au travail, des livreurs de journaux, des coureurs matinaux. Peut-être me voyait-il comme une simple vieille femme commençant sa journée, sans imaginer que j'étais au milieu d'une révolution personnelle, une déclaration silencieuse d'indépendance. Je savais que Nicolas se réveillerait dans quelques heures et trouverait ma lettre. Peut-être ressentirait-il des remords, peut-être serait-il furieux, peut-être ne s'en soucierait-il pas tant que ça. Mais une chose était certaine, il n'imaginerait jamais ce que j'étais sur le point de faire. J'ai marché jusqu'à la gare d'un pas lent mais déterminé. J'ai acheté un billet pour Paris. Non pas parce que c'était nécessairement là que je voulais aller, mais parce que c'était le train qui partait le plus tôt. Je voulais de la distance, je voulais du temps pour réfléchir, je voulais la liberté de décider de ma prochaine étape sans l'ombre du manque de respect planant sur moi. Ma véritable destination ? Le bureau de l'avocat qui s'occupait des affaires de notre famille depuis des décennies. Ensuite, la banque. Et finalement, un endroit où je pourrais recommencer, loin des regards de ceux qui ne me voyaient que comme un fardeau. Je me suis assise dans le train, regardant par la fenêtre les rues de Lyon qui commençaient à s'éveiller. Cette ville avait été mon foyer toute ma vie. Je laissais derrière moi non seulement ma maison, mais une partie de mon identité. Pendant un moment, j'ai hésité. Était-ce la bonne décision ? N'agissais-je pas impulsivement,
emporté par le chagrin? Mais ensuite, je me suis souvenu de l'expression sur le visage de Camille, de la facilité avec laquelle Nicolas m'avait relégué à la chambre d'amis, de l'urne d'Henri jetée parmi de vieux vêtements. Non, ce n'était pas une impulsion. C'était de la survie. Ce que Nicolas ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est qu'en plus de la maison à Lyon, Henri et moi avions d'autres investissements. Des propriétés qui généraient un bon loyer, des actions que nous avions achetées dans les bonnes années et qui valaient maintenant une petite fortune, des économies que nous gardions en secret, non par méfiance, mais par précaution. Henri disait toujours qu'il était important d'avoir un fonds pour les jours de pluie. Eh bien, l'orage était arrivé. Et c'était cela que mon fils ne reverrait jamais, pas seulement sa mère, mais l'héritage qu'il avait si facilement supposé qu'il recevrait un jour. C'était peut-être le seul langage que lui et Camille comprendraient. Alors que le train commençait à se déplacer, j'ai regardé par la fenêtre la ville que j'avais toujours aimée. Les larmes brouillaient ma vision, mais mon cœur était étonnamment léger. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seulement la mère de Nicolas ou la veuve d'Henri. J'étais Claire Roussel, une femme de 65 ans sur le point de redécouvrir qui elle était vraiment. Paris m'a accueillie comme une vieille amie. J'y étais déjà venue quelques fois avec Henri, pour de courtes vacances ou pour des conférences académiques auxquelles il participait. La ville avait une énergie différente de Lyon, plus anonyme, plus frénétique, mais aussi pleine de possibilités. Une ville suffisamment grande pour me permettre l'anonymat, mais suffisamment familière pour que je ne me sente pas complètement perdu. Je me suis d'abord installé dans un hôtel modeste du quartier latin, près de la Sorbonne. C'était un endroit simple, mais propre et accueillant. De ma fenêtre, je pouvais voir des étudiants aller et venir, portant des livres, discutant avec animation en petits groupes. Je me suis souvenu de Nicolas à l'époque de ses études universitaires, si plein d'idéaux, de rêves. Quand était-il devenu cet homme insensible qui avait pris ma chambre? Le lendemain de mon arrivée, j'ai cherché un avocat. Je ne connaissais personne à Paris, alors j'ai demandé des recommandations à la réception de l'hôtel. J'ai fini par prendre rendez-vous avec Monsieur Lefebvre, un homme d'âge moyen avec un petit bureau élégant près du jardin du Luxembourg. Quand j'ai raconté mon histoire, il a écouté attentivement, sans manifester de jugement, se contentant de prendre quelques notes occasionnelles. « Madame Roussel, que souhaitez-vous faire exactement ?» a-t-il demandé, après que j'ai terminé mon récit. « Je veux modifier mon testament. Je veux garantir que mon fils comprenne que le respect n'est pas quelque chose d'optionnel dans la vie, mais fondamental. Et je veux trouver un endroit pour recommencer. » Monsieur Lefebvre a été surpris par ma décision, mais ne l'a pas remise en question. En 2 semaines, le testament a été modifié, les investissements transférés sur un nouveau compte à mon nom, et la maison, eh bien, la maison resterait au nom d'Henri et au mien jusqu'à ce que je décide quoi en faire. Madame Roussel, êtes-vous sûre de ne pas vouloir informer votre fils de votre lieu de résidence? M'a-t-il demandé, ajustant ses lunettes alors que nous finalisions les documents dans son bureau raffiné mais discret. Absolument, Monsieur Lefebvre. Nicolas doit apprendre que le respect n'est pas quelque chose qu'on demande, mais qu'on accorde naturellement à ceux qu'on aime. Et parfois, l'absence est la seule leçon que nous apprenons vraiment. Avec son aide, j'ai loué un petit appartement dans le 11e arrondissement, un quartier vivant, avec un mélange intéressant d'immigrés, d'artistes et de familles françaises traditionnelles. L'endroit avait vue sur un jardin intérieur, où des personnes âgées jouaient à la pétanque les après-midi ensoleillés et des enfants jouaient sous la surveillance de nounous et de grands-parents. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Totalement à moi. Sans souvenirs douloureux, sans trahison, sans petit coin où je serais relégué à mesure que je vieillirais. Ce fut difficile au début. Se réveiller dans un lieu inconnu, ne pas avoir mes affaires autour de moi, ne pas entendre les bruits familiers de la maison où j'avais vécu pendant des décennies. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Le silence semblait assourdissant, interrompu seulement par les sons lointains du trafic parisien et occasionnellement par les rires provenant du café au rez-de-chaussée. Parfois, je me surprenais à regarder le téléphone, avec l'envie d'appeler Nicolas, d'entendre sa voix, de lui demander s'il allait bien.
L'inquiétude maternelle ne disparaît jamais complètement, aussi grande soit la blessure. Mais alors je me rappelais son expression quand il disait que la chambre d'amis était parfaitement adaptée pour moi, comme si j'étais une invitée dans ma propre maison. Et la détermination revenait durcir mon cœur. Une semaine après mon départ, le téléphone que j'avais acheté a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai quand même répondu. « Maman ? Maman, c'est toi ?» La voix de Nicolas semblait désespérée, presque méconnaissable. Je suis restée silencieuse un moment, sentant mon cœur s'accélérer. C'était étrange comme sa voix pouvait encore provoquer tant d'émotions contradictoires, amour, manque, colère, déception. « Oui, Nicolas, c'est moi. »« Maman, pour l'amour de Dieu, où es-tu ? Nous sommes fous d'inquiétude. Nous avons déjà appelé la police, les hôpitaux, tous tes amis. J'ai pensé que quelque chose de terrible t'était arrivé. » Il y avait une véritable panique dans sa voix, ce qui m'a surprise. Une partie de moi voulait croire que c'était une préoccupation réelle, un amour véritable. Une autre partie, plus cynique, soupçonnait que ce n'était que le choc de perdre le contrôle de la situation. « Je vais bien, Nicolas. Je suis en sécurité et je vais bien. »« Mais où ? Pourquoi es-tu parti comme ça ? » La lettre que tu as laissée, il a hésité, et j'ai pu entendre l'émotion dans sa voix. « Maman, je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai jamais pensé que tu te sentirais ainsi. Rentre à la maison, s'il te plaît. Nous pouvons parler, tout résoudre. Rentre à la maison. » Comme si c'était encore ma maison, comme s'il y avait encore une place pour moi là-bas qui ne soit pas un coin oublié, une chambre d'amis poussiéreuse. « Il n'y a rien à résoudre, mon fils. Toi et Camille avez clairement montré quelle place vous me réserviez dans vos vies. Un petit coin dans la chambre d'amis, dans ma propre maison. C'était une erreur, je l'admets. » Sa voix a monté d'une octave, presque suppliante. Nous pensions faire quelque chose de bien, moderniser la maison, créer de l'espace pour tous. Nous pouvons tout défaire, rendre ta chambre exactement comme elle était avant. J'ai souri tristement au téléphone, un sourire qu'il ne pouvait pas voir, chargé de décennies d'amour maternel, mais aussi d'une nouvelle sagesse amère. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être simplement recollées, Nicolas. Le respect en fait partie. La confiance aussi. Tu n'as pas seulement redécoré une chambre, tu as redéfini qui je suis pour toi. Une vieille femme gênante, une occupante d'espace qui pourrait être mieux utilisée. Maman, s'il te plaît, sa voix n'était presque plus qu'un murmure maintenant. Au moins dis-moi où tu es. J'ai besoin de te voir, de t'embrasser, de te demander pardon en personne. C'est alors que j'ai réalisé, il ne savait pas encore les changements dans le testament, concernant les investissements. Sa préoccupation semblait sincère, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il ne s'inquiétait pas aussi de ce qu'il pourrait perdre d'autre que sa mère. Un jour, Nicolas. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Du temps pour quoi ? Que prévois-tu, maman ? Du temps pour découvrir qui je suis au-delà d'être ta mère. Du temps pour décider ce que je veux pour les années qu'il me reste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse insister, avant que ma résolution ne faiblisse. C'était plus difficile que je ne l'imaginais, entendre la voix de mon fils implorant le pardon et pourtant rester ferme dans ma décision. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai établi une routine simple à Paris. Le matin, je marchais jusqu'à la boulangerie du coin pour acheter un croissant frais. Je m'amusais à essayer de communiquer avec mon français rouillé, gentiment corrigé par la jeune serveuse qui a vite appris mon nom et ma commande habituelle. Ensuite, je passais des heures dans le petit parc près de mon appartement, observant les enfants jouer, les couples amoureux se promener main dans la main, les personnes âgées jouer à la pétanque, discutant avec animation de chaque coup comme s'il s'agissait du championnat du monde. L'après-midi, je fréquentais un café où peu à peu j'ai noué des amitiés. La propriétaire, Madame Bertrand, une femme d'une 50aine d'années qui gérait l'endroit seule depuis la mort de son mari, quelques clients habituels qui, comme moi, cherchaient la familiarité au milieu de l'immensité de Paris.
C'est un de ces jours-là, alors que je lisais « À la recherche du temps perdu » de Proust au Café Lumière, que j'ai rencontré Gérard, un professeur de littérature à la retraite qui fréquentait quotidiennement l'endroit pour écrire ses mémoires. Il s'est assis à la table voisine de la mienne, et sans le vouloir, a renversé son café sur mon livre. « Mille pardons, madame !» s'est-il exclamé, mortifié, essayant d'éponger le livre avec des serviettes. « S'il vous plaît, laissez-moi vous en acheter un nouveau. »« Ce n'est pas nécessaire, » ai-je répondu, l'aidant à nettoyer la table. Ce n'était qu'un vieux livre que j'ai relu plusieurs fois. « Qu'un vieux livre » a-t-il répété, semblant scandalisé. « Madame, aucun livre n'est juste un livre. Chacun porte des histoires, pas seulement celles imprimées sur ces pages, mais aussi celles que nous vivons en les lisant. Ce Proust, par exemple, il a désigné le volume maintenant taché, quand l'avez-vous lu pour la première fois ? Quand j'avais 20 ans, ai-je répondu, surprise par la question. Mon mari, qui n'était alors qu'un prétendant, me l'avait offert. Vous voyez ? Ce n'est pas juste un livre. C'est un chapitre de votre vie, un fragment de mémoire cristallisé en papier et encre. Dites-moi, quand vous l'ouvrez, ne sentez-vous pas l'odeur de ces jours-là, n'entendez-vous pas la voix de votre mari, ne revivez-vous pas ce moment ? Cette observation simple, mais profonde, m'a touché d'une manière que je n'attendais pas. C'était exactement ce que je ressentais par rapport aux objets dans ma chambre, dans ma maison. Ils n'étaient pas juste des choses, comme Nicolas et Camille semblaient le penser. Ils étaient des réceptacles de souvenirs, des témoins silencieux de toute une vie. Le papier peint que Nicolas et Camille avaient arraché sans réfléchir avait été soigneusement choisi par Henri et moi un samedi après-midi, après l'avoir visité au moins 10 magasins. Nous avions passé la nuit à le coller, riant de nos erreurs, rêvant de l'avenir dans cette maison. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Gérard Dubois. Professeur de littérature française à la retraite et aspirant mémorialiste, bien que je craigne que mes mémoires ne soient intéressantes que pour moi-même. Claire Roussel. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que nous avons tous des histoires qui méritent d'être racontées, même si elles ne sont entendues que par peu de personnes. Gérard et moi avons commencé à discuter, et en peu de temps nous sommes devenus amis. Il était veuf depuis 10 ans et avait 2 enfants qui vivaient à l'étranger, l'un à Toronto, l'autre à Sydney. Il comprenait ce qu'était la solitude, ce que c'était que de se sentir invisible même entouré de gens. Vous savez, Claire, m'a-t-il dit un jour, après plusieurs semaines de rencontres presque quotidiennes au café, l'invisibilité des personnes âgées est quelque chose que je n'ai jamais complètement compris. Les jeunes nous regardent à travers comme si nous étions des fantômes, comme si nous étions déjà partis. Ou pire, ils nous traitent comme des enfants, comme si le vieillissement nous avait volé non seulement notre agilité, mais aussi notre dignité, notre intelligence. Ces paroles faisaient écho exactement à ce que je ressentais, à ce que j'avais expérimenté personnellement avec Nicolas et Camille. C'est vrai. Il semble qu'en vieillissant, nous perdions le droit d'occuper l'espace, d'avoir une voix, de faire des choix. Savez-vous pourquoi j'ai commencé à écrire mes mémoires, Claire ? M'a-t-il demandé un jour, alors que nous nous promenions dans le jardin du Luxembourg par un après-midi d'octobre particulièrement agréable. Ce n'est pas par vanité. C'est parce que j'ai peur que lorsque je partirai, toutes ces histoires, tous ces souvenirs partiront avec moi. Et quelque chose en moi refuse d'accepter cela. Quelque chose en moi veut crier au monde, j'ai été ici. J'ai vécu, aimé, souffert, ri. Je compte. Ces paroles ont résonné en moi comme une cloche, claire et révélatrice. N'était-ce pas exactement ce que je faisais ? Essayer de préserver non seulement mon droit à un espace physique, mais le respect pour toute une vie de souvenirs que Nicolas et Camille avaient si facilement jetés ? Pendant ce temps, mon fils continuait à appeler régulièrement. Parfois je répondais, d'autres fois non. À chaque conversation, il semblait plus désespéré. « Maman, nous devons parler de la maison, du testament », m'a-t-il dit, 2 mois après mon départ. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, une tension qui n'était pas seulement émotionnelle, mais pratique. Je suis allé à la banque et j'ai découvert
j'ai découvert les changements que tu as faits. Ah, c'était donc ça. Il avait finalement découvert ce que j'avais vraiment emporté avec moi, pas seulement mes quelques possessions, mais la sécurité financière qu'il présumait être son droit. Le ton de sa voix confirmait mes soupçons, une partie de son urgence à me retrouver était liée à l'argent, aux propriétés, au contrôle sur les biens matériels. De quoi y a-t-il à parler, Nicolas? La maison est toujours à moi. L'argent est à moi. Je peux en faire ce que bon me semble. Mais maman, ça a toujours été le plan que j'hérite de tout. Papa et toi avez toujours dit que... Oui, c'était le plan quand nous pensions que tu nous respectais, que tu valorisais ce que nous avions construit. Mais tu as clairement montré que tout ce qui t'importe, c'est ce que tu peux obtenir de nous, pas qui nous sommes. Ce n'est pas juste, maman. Sa voix a monté d'un ton, mélange d'indignation et de peur. J'ai commis une erreur, je l'admets, mais tu punis non seulement moi, mais aussi tes futurs petits-enfants. Petits-enfants. Le mot m'a frappé comme une flèche. J'avais toujours rêvé d'être grand-mère, de bercer une nouvelle génération dans mes bras, de leur raconter des histoires du passé, de voir une partie d'Henri et de moi-même continuer dans le monde. Mais ces petits-enfants seraient-ils élevés avec les mêmes valeurs que Nicolas démontrait maintenant? Apprendraient-ils que les personnes âgées sont jetables, que les souvenirs sont moins importants que les espaces de rangement pour chaussures? La vie est rarement juste, Nicolas, ai-je finalement répondu, sentant un étrange calme m'envelopper. Demande-toi, si je n'étais que ta vieille mère, sans maison, sans argent à la banque, serais-tu aussi désespéré de me retrouver? Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Je pouvais presque voir son visage, la lutte intérieure entre admettre la vérité ou maintenir les apparences. Maman, ce n'est pas... Tu es injuste, a-t-il finalement bégayé. Peut-être. Mais je suis aussi honnête, ce que tu n'es pas avec moi ni avec toi-même. J'ai raccroché, ressentant un mélange de tristesse et de libération. Je voyais enfin mon fils tel qu'il était vraiment, pas comme je voulais qu'il soit. C'était douloureux, mais nécessaire. Ce soir-là, assise dans mon petit appartement, avec le bruit de la pluie battant contre la fenêtre et l'odeur d'une tisane que Gérard m'avait offerte remplissant l'ambiance, j'ai écrit une longue lettre à Nicolas. Pas pour l'envoyer, pas encore, mais pour organiser mes pensées, pour comprendre ce que je voulais vraiment pour l'avenir de notre relation. Gérard m'avait appris quelque chose d'important, la valeur de l'invisible, des choses qui ne peuvent être mesurées en argent ou en propriété. Le respect, la dignité, la reconnaissance de notre humanité même quand nous vieillissons. Nous sommes plus que des corps vieillis, disait-il souvent. Nous sommes des bibliothèques d'expériences, des musées de souvenirs. Et c'est en pensant à cela que j'ai pris ma décision finale sur ce que je ferai de la maison à Lyon, des investissements, et plus important encore, de la relation avec mon fils. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté Lyon. L'automne est arrivé à Paris, peignant les parcs de nuances d'or et de rouge. Les feuilles sèches craquaient sous mes pieds tandis que je marchais dans les allées du jardin du Luxembourg, une activité qui faisait désormais partie de ma routine quotidienne. Ma vie avait trouvé un nouveau rythme, une nouvelle normalité que je n'aurais jamais imaginé possible à 65 ans. Mon petit appartement me donnait déjà l'impression d'être chez moi. Je l'avais décoré avec quelques pièces trouvées sur des marchés d'antiquités, rien de trop cher ni d'ostentatoire, juste des objets qui me parlaient, qui me rappelaient qui j'étais. Un fauteuil de lecture près de la fenêtre, quelques plantes dont il prenait soin avec affection, quelques photographies pas beaucoup, juste celles qui sont vraiment spéciales. Quelque chose en moi refusait de transformer ce lieu en un sanctuaire de souvenirs, comme je l'avais fait avec la maison de Lyon. Gérard et moi nous rencontrions presque quotidiennement. Il m'a encouragé à écrire mes propres mémoires et je l'ai aidé à réviser les siens. Nous avons construit une routine confortable, café le matin, promenade quand le temps le permettait, visite de musées et de galeries, dîner simple préparé dans mon appartement ou le sien. Ce n'était pas une histoire d'amour, comme certains pourraient le penser, mais une amitié profonde basée sur des expériences partagées et une compréhension mutuelle. C'était le genre de relation qui n'est possible que lorsque les deux ont vécu assez longtemps pour connaître la valeur de l'authenticité.
Les appels de Nicolas sont devenus plus espacés. De la colère initiale, il est passé au marchandage, puis à la tristesse, et enfin à une sorte d'acceptation résignée. Quand nous parlions, c'était de choses superficielles, la météo, sa routine de travail, des nouvelles de connaissances communes. Notre relation, autrefois si étroite, s'est réduite à des conversations tendues et superficielles. La dernière fois que nous avons parlé, il a mentionné que Camille pensait à quitter son emploi pour démarrer une petite entreprise. Je n'ai pas demandé si cela signifiait qu'ils avaient besoin de plus d'argent, si c'était pour cela qu'ils continuaient à appeler. Jusqu'à ce qu'un après-midi, mon téléphone sonne. C'était Élise, ma sœur. « Claire, c'est Nicolas », dit-elle avec urgence. « Il a eu un accident. » Mon cœur s'est arrêté. À cet instant, tous les mois de souffrance et de ressentiment ont disparu, remplacés par une terreur primitive que seule une mère peut ressentir. C'était comme si le temps avait reculé et que j'étais à nouveau assise au chevet de Nicolas, enfant, prenant sa température, comptant ses respirations, priant pour que le médecin vienne bientôt. Quoi? Comme? Est-ce qu'il est? Il est vivant, mais à l'hôpital. Un accident de voiture. Claire, il te demande. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit à Gérard que je devais partir immédiatement, j'ai fait une petite valise et j'ai pris le premier train pour Lyon, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Pendant tout le voyage, j'ai prié, j'ai négocié avec Dieu, j'ai promis tout ce que je pouvais promettre si seulement mon fils allait bien. Le voyage de retour vers Lyon fut un supplice. Chaque minute semblait durer une éternité. Je regardais par la fenêtre du train, regardant la campagne française défiler dans un flou, incapable de prêter attention à autre chose qu'à la peur qui grandissait en moi. Et si c'était sérieux? Et si j'arrivais trop tard? Et si les derniers mots que nous avons échangés portaient sur l'argent, sur l'amertume? Élise m'attendait à la gare. Son visage exprimait de l'inquiétude, mais aussi du soulagement de me voir. Nous avons toujours été différents, elle, la pratique, la rationnelle, moi, la rêveuse, l'émotive, mais à ce moment-là, nous n'étions que deux sœurs unies par le souci de la génération suivante. Comment va-t-il? Demandai-je en la serrant brièvement dans mes bras, sentant le parfum familier qu'elle portait depuis ses 20 ans. C'est mieux maintenant. C'était une énorme frayeur. Jambes cassées, quelques côtes fracturées, une coupure à la tête qui nécessitait des points de suture. Mais les médecins disent qu'il se rétablira complètement. Sur le chemin de l'hôpital, elle m'a raconté les détails. Nicolas revenait du travail lorsqu'un camion a perdu le contrôle à un rond-point et a heurté sa voiture du côté conducteur. À quelques centimètres près, cela aurait pu être fatal. Le chauffeur du camion s'était endormi au volant après un double quart de travail. Ces entreprises exploitent leurs employés, s'indigne Élise. Ils mettent la vie de tout le monde en danger pour quelques euros de plus. Quand je suis entrée dans la chambre d'hôpital, la première chose que j'ai vue était Camille assise à côté du lit, tenant la main de Nicolas. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux et des cheveux ébouriffés si différentes de la femme parfaite que je connaissais. Quand il m'a vue, quelque chose a changé dans ses yeux. Ce n'était ni de l'hostilité, ni de la gêne. Était-ce de la gratitude? Claire, dit-elle en se levant. Je suis content que tu sois là. Il a demandé de tes nouvelles. Et puis j'ai vu mon fils. Pâle, un bandage sur le front, le visage marqué d'ecchymose, des appareils surveillance et signes vitaux. Il avait l'air petit et vulnérable dans ce lit d'hôpital, me rappelant le petit garçon dont je veillais quand il était malade. Peu importe son âge, peu importe ce qui s'était passé entre nous, à ce moment-là, il était juste mon fils, mon bébé, la partie la plus précieuse de moi-même qui marchait dans le monde. « Maman » murmura-t-il en ouvrant les yeux avec difficulté. « Je suis là, mon fils » répondis-je en m'approchant du lit et en prenant son autre main dans la mienne. Il faisait froid et je l'ai réchauffé comme je le faisais quand il était enfant et qu'il revenait de jouer dans la neige. « Tu es venu » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. »
Je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi, Nicolas. Toujours. Une mère ne cesse pas d'être mère à cause de désaccords, aussi grands soient-ils. Camille se leva discrètement et quitta la pièce, nous laissant seuls. Je l'ai entendu marmonner quelque chose à propos de café à Élise. Nicolas essayait de s'ajuster dans son lit et grimaçait de douleur. Le médecin a dit que j'avais de la chance d'être en vie, a-t-il déclaré après un moment. Sa voix était faible, mais ses yeux étaient clairs et concentrés sur les miens. Quand ce camion est venu vers moi, tu sais ce que j'ai pensé? En toi, maman. Dans tout ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire, de réparer. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, et sur le mien aussi. C'étaient des larmes différentes de celles que je versais lors de mes nuits solitaires à Paris, des larmes non pas de douleur ou de colère, mais de soulagement, de gratitude qu'il soit en vie, que nous ayons eu cette chance. Je pensais que j'allais mourir avec toi me détestant, avec toi pensant que je ne me souciais que de ton argent, de la maison. Je ne t'ai jamais détesté, Nicolas, dit-il en caressant son visage comme il le faisait quand il était enfant et qu'il faisait des cauchemars. J'ai été blessé, déçu, oui. Mais jamais, pas même une seconde, je n'ai cessé de t'aimer. Une mère ne peut pas cesser d'aimer son enfant, même quand elle le veut. J'étais tellement stupide, tellement égoïste, continua-t-il, chaque mot semblant lui causer une douleur physique. Après ton départ, Camille et moi avons remis ta chambre dans son état initial. Eh bien, nous avons essayé. Nous n'avions pas toutes ces affaires, bien sûr, mais nous avons fait de notre mieux. Cela m'a surpris. J'imaginais qu'avec mon absence, ils auraient occupé toute la maison, la transformant selon leur goût moderne, effaçant les dernières traces de ma présence. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé ce que j'avais fait. La pièce n'était pas seulement un espace, c'était toi, maman. C'était son histoire, sa vie. Et je l'ai traité comme si c'était juste une autre pièce vide. Il a essayé de s'asseoir, même avec difficulté, et je l'ai aidé en ajustant les oreillers derrière son dos. Même dans ce petit geste, j'ai ressenti l'étrangeté du renversement des rôles. Maintenant, je me souciais de lui comme il pourrait un jour se soucier de moi. J'ai regardé les cartons dans lesquels nous avons jeté vos affaires et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Chaque objet racontait une histoire. Ce vase fissuré que vous n'avez jamais jeté? C'était le premier cadeau que je t'ai fait avec mon propre argent, quand j'avais 12 ans. Le couvre-lit délavé? Il a été fabriqué par grand-mère avant ma naissance. Les livres usés à force d'être lus? C'étaient des cadeaux de papa au fil des ans. Ses yeux étaient maintenant pleins de larmes et il s'arrêta, luttant contre l'émotion et la douleur physique. J'ai oublié, maman. J'avais oublié qu'une maison n'est pas seulement composée de murs et d'un toit. C'est un dépôt de vie, de moments. Quand tu es parti, chaque recoin de la maison semblait crier ton absence. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre que nous avions bêtement transformée en placard, je ressentais un vide inexplicable. Et Camille? J'ai demandé, sincèrement curieux. Est-ce qu'elle m'a manqué aussi? Nicolas sourit légèrement, le premier sourire depuis que j'étais entré dans la pièce. Étonnamment, oui. Je ne pense pas qu'elle ait jamais pris le temps de penser à toi comme, eh bien, comme une personne complète, avec une histoire, avec des sentiments. Pour elle, tu n'étais que la mère de Nicolas, un appendice de ma vie, pas quelqu'un avec une vie propre. Mais quand tu es parti, quand tu as lu ta lettre. Il s'arrêta, comme s'il cherchait les mots justes. Elle a pleuré, maman. Il a vraiment pleuré. Elle a dit qu'elle n'avait jamais pensé à ce que tu ressentirais, qu'elle était tellement concentrée sur le fait d'avoir la pièce parfaite qu'elle ne pensait pas qu'elle envahissait ton espace, ton sanctuaire. Camille peut paraître froide et calculatrice par moments, mais elle a bon cœur. Elle ne sait tout simplement pas comment le montrer. Je suis resté silencieux, essayant de traiter cette nouvelle information. Camille, la belle fille parfaite et raffinée qui semblait toujours me tolérer plus qu'apprécier, éprouvant de véritables remords? C'était difficile à croire, mais quelque chose dans le ton de Nicolas me donnait envie d'y croire. Ces derniers mois,
Je me promenais dans la maison vide en sentant ton absence dans chaque coin, continua Nicolas. Le silence était assourdissant. Il n'y avait plus le bruit de ton fredonnement dans la cuisine, le bruit d'un livre tournant les pages dans ta chambre, le grincement de ta balançoire préférée le dimanche après-midi. Il serra ma main avec une urgence douloureuse. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais, est-ce que tu veux bien rentrer à la maison, maman? Pour votre maison? J'ai soupiré profondément. C'était une question à laquelle j'avais réfléchi à maintes reprises au cours des derniers mois, pesant le pour et le contre, essayant de distinguer ce qui relevait de la prudence de ce qui relevait de l'orgueil blessé. Nicolas, c'est dans cette maison que j'ai construit ma vie avec ton père, que nous t'avons élevé. Mais ce n'est plus l'endroit où je me sens respecté, valorisé. Je vois, dit-il en baissant les yeux. Il y avait dans sa voix une résignation que je n'avais jamais entendue auparavant. Vous avez construit une nouvelle vie, où que vous soyez. Paris, ai-je révélé, sentant que je pouvais le partager en toute sécurité. J'ai un petit appartement là-bas. Paris. Il sourit tristement. Ça a toujours été ton rêve, n'est-ce pas? Papa m'a dit un jour que vous aviez prévu de déménager là-bas après sa retraite. J'ai été surpris. Je ne savais pas qu'Henri avait partagé ce rêve avec Nicolas. Il était vrai que nous avions ce projet, interrompu par la maladie soudaine d'Henri. Oui, c'était notre rêve. Et d'une certaine manière, je l'ai fait pour nous deux. Tu es heureux là-bas? La question m'a pris par surprise. C'était simple, direct, mais profond. Étais-je heureux? Ce n'était pas quelque chose que je m'étais explicitement demandé au cours des derniers mois. Je suis en paix, répondis-je finalement. Je me suis fait des amis, j'ai une routine, je me sens vue. Pas seulement en tant que mère ou veuve, mais en tant que Claire. Juste Claire. Et à propos de la volonté, des investissements, il hésitait, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Je veux que tu saches que ce n'est pas pour ça que je te demande de revenir. Vous pouvez tout donner à une œuvre caritative, vous pouvez le dépenser comme vous le souhaitez. Je veux juste que ma mère revienne. D'une manière ou d'une autre, dans une certaine mesure. Quelque chose dans la sincérité de ces paroles m'a profondément touché. C'est peut-être le choc de l'accident, la proximité de la mort qui lui ont fait voir les choses plus clairement. Ou peut-être que c'était les mois de réflexion, la lettre que je lui ai laissée, l'absence qui l'ont forcé à faire face à ses propres attitudes. Tu as vraiment changé de chambre? J'ai demandé, trouvant encore cela difficile à croire. Oui. Ce n'est pas exactement la même chose, bien sûr. Nous n'avions pas toutes vos affaires. Mais nous avons essayé. Camille a même trouvé un papier peint similaire à celui que tu avais choisi. Et nous avons gardé la pièce vide, en attendant qu'un jour tu reviennes. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Maman, j'ai failli mourir sans avoir eu la chance de te dire à quel point je suis désolée, à quel point je t'aime, à quel point tu es importante pour moi. S'il vous plaît, ne me laissez pas vivre dans cette peur. À ce moment-là, en regardant mon fils blessé, vulnérable et repentant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas un pardon complet, certaines blessures prennent du temps à guérir complètement, mais c'était un début. Et peut-être que cela suffirait pour l'instant. Je ne retourne pas vivre à Lyon, Nicolas, dit-il finalement. Ma vie est désormais à Paris. J'ai des amis là-bas, j'ai une routine, j'hésitais en pensant à Gérard, des relations que j'apprécie. Mais je peux venir te rendre visite. Je peux passer plus de temps avec toi, avec Camille. Nous pouvons reconstruire notre relation, même si nous vivons dans des villes différentes. J'ai vu de la déception dans ses yeux, mais aussi de la compréhension. Et la maison? Demanda-t-il, presque timidement. La maison, j'ai réfléchi un instant. Que voulais-je vraiment faire de cette maison pleine de souvenirs, à la fois doux et amers? La maison restera telle qu'elle est pour le moment. C'est votre héritage, finalement. Mais pour l'instant, c'est à moi. Et peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente, un arrangement qui respecte à la fois mon passé et votre avenir. À ce moment-là,
Camille revint avec Élise. Les deux semblaient avoir eu une conversation, car il y avait une nouvelle compréhension dans les yeux de ma belle-fille alors qu'elle me regardait. « Claire, dit-elle en s'approchant avec hésitation, je voudrais m'excuser. Pour ce que nous avons fait, pour la façon dont nous vous avons traité. C'était impardonnable. » J'étais sur le point de répondre quand un médecin est entré dans la pièce. Il était temps de donner les médicaments à Nicolas, et il allait bientôt être somnole. Je lui ai promis de revenir le lendemain. Après une dernière étreinte prudente pour ne pas lui faire mal aux côtes fracturées, j'ai quitté la pièce avec Camille et Élise. Dans le couloir de l'hôpital, Camille m'a surpris avec un câlin spontané. « Merci d'être venu, dit-elle, la voix brisée. Il n'arrêtait pas de demander de tes nouvelles, s'inquiétant de savoir si tu allais bien. L'accident a changé quelque chose en lui. En nous deux, en fait. Parfois, il faut presque perdre quelque chose pour en comprendre la vraie valeur, répondis-je, en pensant non seulement à Nicolas, mais à moi-même, à la maison, aux souvenirs que j'avais presque complètement laissés derrière moi. Élise m'a proposé de rester chez elle pendant mon séjour à Lyon, et j'ai accepté. Sur le chemin, je suis passé devant mon ancienne maison, notre maison familiale. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter un instant, juste pour regarder. De l'extérieur, c'était toujours le même, la façade en pierre, les hautes fenêtres, le petit jardin qu'Henri entretenait avec tant de soin. Mais je savais qu'à l'intérieur, c'était différent. Pas seulement à cause de la réforme que Nicolas et Camille avaient faite et qu'ils avaient ensuite tenté de défaire, mais à cause du sens, de l'énergie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec Nicolas. À mesure que son corps guérissait, notre relation semblait également trouver un nouvel équilibre. Ce n'était plus comme avant, ça ne le serait jamais. Beaucoup de choses avaient été dites et faites, des blessures avaient été rouvertes. Mais quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose de potentiellement plus fort parce que basé non seulement sur des liens familiaux automatiques mais sur un respect consciemment construit. Une semaine plus tard, lorsque Nicolas est sorti, j'ai insisté pour que lui et Camille restent également chez Élise, au moins les premiers jours. Il aurait besoin d'aide pour se déplacer, prendre une douche et effectuer des tâches quotidiennes de base. Et même si Camille en était parfaitement capable, quelque chose en moi avait besoin de prendre soin de mon fils une fois de plus. C'est lors de ces séances de soins, ces moments intimes de dépendance mutuelle, que nous avons vraiment discuté. Il ne s'agissait pas de la maison, de l'argent ou de la volonté, ce n'était que des manifestations physiques du problème. Nous avons parlé d'attente, de communication, de respect. À propos de ce que signifie vieillir et être traité avec dignité. À propos de ce que signifie être le fils ou la fille de parents vieillissants. J'ai toujours eu peur de vieillir, m'a avoué Nicolas un après-midi, alors que je changeais le pansement sur son front. Te voir, toi et papa, surtout après qu'il soit tombé malade. Je suppose que je voulais faire comme si cela ne m'arriverait jamais. Comme si je pouvais arrêter le temps d'une manière ou d'une autre. Vieillir est un privilège refusé à beaucoup, Nicolas, dis-je en répétant les mots qu'Henri aimait tant utiliser. C'est la preuve que nous vivons, que nous expérimentons, que nous durons. Papa a dit ça. Oui, dit-il. Et il avait raison. Le problème n'est pas de vieillir, doit être rendu invisible à cause de cela. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, les implications de mes paroles restant entre nous. C'est ce que je t'ai fait, n'est-ce pas? Dit-il finalement. Je t'ai rendu invisible. J'ai décidé ce qui était le mieux pour toi sans même te demander. Oui, répondis-je simplement. Il n'était pas nécessaire d'adoucir la vérité, nous étions au-delà de ça maintenant. Je suis désolé, maman. Je le suis vraiment. Et je promets. Je promets que cela n'arrivera plus jamais. 2 semaines plus tard, il était temps de rentrer à Paris. J'avais parlé à Gérard au téléphone à plusieurs reprises, lui racontant l'accident, la réconciliation en cours. Il écoutait attentivement, prodiguait de sages conseils, ne jugeait jamais, soutenait toujours. « Tu reviens ?» demanda-t-il, et j'entendis l'hésitation dans sa voix. « Oui, Gérard. Paris est ma maison maintenant.
Lyon, c'est mon passé, mais un passé que je peux enfin regarder sans tant d'amertume. Le jour de mon départ, Nicolas, toujours en béquille, a insisté pour m'emmener à la gare. Camille est venue aussi, et à ma grande surprise, elle a apporté un cadeau. C'est juste un petit souvenir, dit-elle en me tendant un paquet. C'était un cadre photo argenté, contenant une photo récente de nous trois, prise dans le jardin d'Élise. Moi au centre, Nicolas et Camille de chaque côté. Tout le monde sourit, un peu hésitant peut-être, mais sincère. Vers ta nouvelle maison, expliqua-t-elle. Vous savez donc qu'il y a toujours une famille qui vous attend, où que vous soyez. Je l'ai serré dans mes bras, sentant que peut-être, juste peut-être, nous pourrions vraiment construire un nouveau type de relation. Déjà sur le quai, alors que le train était sur le point de partir, Nicolas me tenait les mains. Alors, quelle est la décision concernant la maison, concernant tout ? J'ai souri, sachant que cette question finirait par arriver. La maison restera à moi pour l'instant, Nicolas. Mais toi et Camille pouvez y vivre, à une condition, ma chambre reste ma chambre. Pas un placard, pas un bureau, pas une chambre d'amis. Ma chambre, avec mes affaires, prête pour ma visite. Et pour le reste, le testament a été changé, oui. Mais pas pour le déshériter complètement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La moitié de ce que ton père et moi avons construit sera à toi, comme cela a toujours été prévu. L'autre moitié sera répartie entre des organismes de bienfaisance qui aident les personnes âgées dans le besoin et un fonds que j'ai créé pour financer des souvenirs. Semblable à ce que fait Gérard, aider les personnes âgées à enregistrer leurs histoires, leurs expériences, afin qu'elles ne soient jamais oubliées, jamais rendues invisibles. Nicolas hocha lentement la tête, comprenant non seulement les mots, mais aussi le message qu'ils contenaient. C'est plus que ce que je mérite, a-t-il déclaré avec une humilité sincère. Ce n'est pas une question de le mériter, Nicolas. C'est une question de respect. Comprendre que nos aînés ne sont pas des fardeaux à gérer, mais des bibliothèques vivantes d'expériences, de sagesse et d'histoire. Quand tu as compris cela, quand tu m'as vraiment vu et pas seulement mon âge, mon utilité, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que tu étais prêt à recevoir non seulement des biens matériels, mais aussi la responsabilité qui va avec. Le train siffla, signalant son départ imminent. Ce que tu as pris ce jour-là, dit soudain Nicolas, ce que je ne reverrai plus jamais, ce n'était pas seulement l'argent, n'est-ce pas ? Je souris en touchant son visage une dernière fois avant d'embarquer. C'était ma dignité, Nicolas. Mon autonomie. Mon droit d'être considérée comme une femme à part entière, pas seulement comme une mère âgée. Mais la bonne nouvelle ? Je l'ai embrassé doucement sur le front. Ce sont des choses qui, une fois récupérées, peuvent être à nouveau partagées. Avec ceux qui les valorisent à leur juste valeur. Je suis monté dans le train avec le cœur plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Alors que Lyon prenait du retard, j'avais le sentiment de ne pas laisser mon passé derrière moi, mais de l'intégrer à mon présent. La maison serait toujours là, mes souvenirs avec Henri, mon fils et maintenant ma belle-fille aussi. Mais Paris m'attendait avec ses propres promesses, d'indépendance, d'amitié, de chemins encore inexplorés. À 65 ans, j'avais appris la leçon la plus précieuse, notre dignité n'est pas quelque chose qui peut nous être enlevé sans notre consentement. Que vieillir peut signifier non seulement des pertes, mais aussi des gains, de sagesse, de clarté, de courage pour défendre notre espace dans le monde. Et cette petite pièce que Nicolas et Camille avaient transformée en dressing ? Il ne serait plus jamais juste une pièce pour moi. Ce serait un symbole de ce qui se passe lorsque nous permettons aux autres de définir notre valeur, lorsque nous oublions de nous rendre visibles dans nos propres vies. Alors que le train prenait de la vitesse, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Gérard. Je reviens, dit-il simplement. J'attendrai, répondit-il. Avec du café et du Proust. Je me suis souri à moi-même. C'était agréable d'avoir quelque chose sur quoi revenir. C'était bien de s'y attendre. C'était bon, à 65 ans, de sentir qu'il y avait encore tant à vivre, tant à découvrir, tant à être.
La pièce avait peut-être été transformée, mais je m'étais aussi transformé. Et cette nouvelle version de moi était forte, résiliente et surtout, indéniablement visible. Combien d'entre vous se sont déjà sentis invisibles dans leur propre maison, dans leur propre vie? Je sais que je ne suis pas seul. Si mon parcours a touché votre cœur, si vous avez ressenti cette même douleur d'être mis de côté ou cette même joie de redécouvrir votre dignité, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes une génération qui a tant à dire, tant à partager. Votre histoire pourrait être le phare qui guidera quelqu'un d'autre vers sa propre libération. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits qui donnent voix à nos expériences, à nos défis, à nos triomphes, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble ce que signifie vieillir avec grâce et dignité dans un monde qui nous rend trop souvent invisibles. Abonnez-vous maintenant, et faisons ce voyage ensemble. Car souvenez-vous, nous ne sommes pas seulement le passé de ce monde, nous sommes aussi son présent, et sa sagesse. À bientôt, mes amis.